D'accord, merci. Merci. Donc, je suis le professeur Michel Arnaud, donc de l'Université Paris-Ouest. Comme Christophe vient de le rappeler, nous travaillons en information-communication sur cette question de l'identité numérique depuis 3 ans, avec le CNRS, l'Institut de Dominique Volton, et également un certain nombre de chercheurs à Paris-Ouest. Nous avons l'ambition de développer une chaire sur l'identité numérique, ici, en partenariat avec Christophe et un professeur de droit, Sylvia Preuslow-Sinotte. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis ici pour justement bâtir des ponts avec les sciences de la gestion et également les juristes qui ne sont pas là, mais que nous voyons dans d'autres forums. Alors, là, ma présentation va porter, enfin, elle est très très générale, mais elle donne un petit peu le cadre de notre réflexion. Alors, la protection par l'anonymisation, bien sûr, on vient d'évoquer le pass Navigo, qui n'est pas vraiment anonyme, puisqu'il est payant. Et donc, cette question de l'anonymisation est vraiment centrale. On voit au niveau européen qu'elle est vraiment centrale dans tout le système de transport européen et qu'elle apparaît partout et tout le temps. L'anonymisation est vraiment une garantie, au point que les responsables des sociétés civiles américaines, enfin que ce soit le Electronic Privacy Center, etc., nous félicitent pour avoir ce souci en Europe de l'anonymisation. Alors, effectivement, la relation privée-publique, on vient de l'évoquer, effectivement est très importante avec justement tout ce qui se passe sur Facebook. Je ne peux pas résister au plaisir de vous dire qu'effectivement pour Google et pour Facebook, enfin le patron de Facebook a décidé récemment de changer sa politique, de façon que maintenant on ne peut pas garder de données vraiment privées par rapport au réseau. Et l'officier de Privacy Officer de Google a déclaré le 31 janvier à Bruxelles, un colloque international, qu'effectivement, dans 4 ans, plus personne ne s'occuperait de ce problème des traces. De toute façon, les règles morales allaient changer et que finalement, ces problèmes des traces qu'on laisse, ça n'a plus aucune importance, ça n'aurait vraiment rien à comment dirais-je, ce sera pas du tout important pour les nouvelles générations. Donc effectivement, on a vraiment un vrai débat autour, et ce n'est pas du tout la position qu'on prend en Europe, donc il y a vraiment un vrai débat autour de ce rapport public-privé. Également, les informations sur soi et ses activités, bon, on vient de le voir avec la décision que prennent les consommateurs de révéler leurs activités privées sur les réseaux. Et enfin, la protection. Donc là, il y a effectivement le rôle de la CNIL, je vais l'évoquer tout à l'heure, mais surtout donc l'accès aux données personnelles, la possibilité de les modifier, et puis le droit à l'oubli, le fameux droit à l'oubli. D'accord. Alors, donc, on peut effectivement voir ces traces sous forme de traces directes, les fameux questionnaires que vous pouvez poser en ligne dans le cadre du marketing ou d'autres enquêtes, des traces indirectes et des traces discrètes. Donc effectivement, ce qui se passe constamment quand vous utilisez tous ces outils que je cite rapidement. Donc il y a 2 positions. Il y a effectivement une certaine partie de la population qui considère qu'il y a tellement d'informations personnelles qu'il n'y aura jamais possibilité de traçage et de rassemblement de toute cette information pour arriver au double numérique, et une autre partie qui effectivement se soucie de ça. Donc le rapport du CREDOC est très intéressant. En 2007 déjà, il montrait cette méfiance. Alors justement par rapport à ce que vient de dire Yann, le baromètre de la confiance numérique qui a été commandité par la Caisse des dépôts avec Axel montre bien que les gens sont obligés d'utiliser les cartes bancaires, mais qui se méfient un peu. Donc les usages précèdent la confiance. Au point que Pierre Kosciusko-Morizet a dit « Moins on parle de confiance et mieux je me porte ». Mais ça pose quand même un problème. Donc il y a effectivement une sorte d'échelle de valeur qui fait que les utilisateurs ont confiance dans les services publics en ligne, un peu moins confiance dans les services bancaires et encore moins confiance dans les services de e-commerce. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Je crois que ça a été évoqué très très bien par le baromètre de l'intrusion. Donc la CNIL, bon, Alex Turk m'a dit lui-même, au cours de l'entretien que j'avais lu, qu'il est au courant que d'un tiers, 20% ou 30%, des fichiers à caractère personnel en France, qui représentent quand même un vrai problème. Donc il y a effectivement un certain nombre de techniques utilisées, enfin de contrôles mis en place par la CNIL. Il faudrait voir comment on peut les appliquer dans les techniques de marketing direct et marketing comportemental dont tu viens de parler avec M. Moati. Au niveau européen, il y a une vraie réflexion. Peter Hustings a quand même fait un travail intéressant au niveau de son bureau de supervision. Et bon, il y a quand même un problème qui subsiste, c'est que chaque État membre applique différemment la directive 95/46. Donc on a des cas de figure très intéressants dont je peux discuter ensuite. Il y a une grande différence entre la façon dont la Hollande et la Grande-Bretagne appliquent la même directive par rapport à la France ou l'Espagne, par exemple. Donc
Effectivement, dire que les données personnelles, c'est le pétrole de la société de l'information. Et effectivement, je crois que c'est une vraie question, et c'est pour ça que je suis ici. Je pense que c'est incontournable. Et à l'inverse, certains juristes, je pense qu'on ne pourra pas éviter de se poser cette question et d'avancer avec ceux qui pratiquent le marketing comportemental et voir avec eux comment on peut bâtir une protection. Et là, alors sur ça, je pense qu'effectivement, la ligne de conduite adoptée par la CNIL, c'est effectivement de se poser la question de quelle ligne de conduite adopter, à savoir ce que dit Alex Türk, mettre le moins d'informations possible, mais c'est vraiment très difficile à faire, ça suppose effectivement de se priver d'un certain nombre de services. Effacer immédiatement les traces, bon, c'est ce qu'on propose quand on dit que les puces RFID doivent être effacées quand on sort du magasin. Et rendre anonymes les données comportementales, bon, c'est là, je crois, le cœur du problème, c'est comment on rend anonymes les données comportementales en supprimant le lien à les données identitaires. Ça me paraît central. Donc, la pseudonymisation de l'identité, il y a ce système de pseudo-certifiés qui est en train d'être mis en place en Europe. Je dois dire que la France est vraiment en retard par rapport aux pays nordiques et que, justement, il y a quelque chose à revoir au niveau du paradigme de la CNIL par rapport à ça. Le rôle du tiers de confiance n'est pas tellement développé en France. Et donc, ça serait vraiment intéressant de réfléchir ici, dans ce groupe de travail, au rôle du tiers de confiance. Je vais y revenir. Alors, bon, mon service public a essayé de le faire. Je pense que la Caisse des dépôts aussi a essayé de le faire au niveau de dossier personnel. Mais bon, c'est relativement peu développé. Bon, c'est une idée, donc, d'avoir un système pseudo-certifié. C'est une piste qui devrait être d'examiner. Je vous la livre telle quelle. Je n'ai pas trop de temps et je vais passer. L'habeas corpus numérique, c'est une idée sur laquelle on travaille depuis 1997, sur l'idée effectivement comment redéfinir la liberté individuelle dans le cadre de ce système où les traces sont généralisées et constantes. Jean-Marc Manac certainement en parlera. Et arriver à faire que les garanties sur données identitaires fassent partie des droits de l'homme numérique. Ça me paraît très important comme partie du bien public informationnel. Donc ça, cette idée-là, je suis prêt à y travailler avec nos étudiants, des chercheurs et dans le cadre de colloques à venir, dans le cadre de la chaire sur l'identité numérique. Bon, je voulais rapidement évoquer le label IDENUM qui a été lancé par Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc effectivement, c'est une première idée qui certainement doit vous plaire, puisqu'elle permettrait de simplifier le nombre de mots de passe et de clés d'accès, si effectivement il y avait ce système d'authentification forte. Mais du coup, alors la question qui se pose, c'est qui va gérer ce système d'authentification forte? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est un conglomérat de sociétés privées? Donc cette question-là se pose. Donc on revient sur le tiers de confiance. Et je crois que pour le moment, le bureau de Nathalie Kosciusko-Morizet, son cabinet, vise surtout à créer une sorte de standard d'ici la fin de l'année. Mais toutes les questions se poseront derrière, à mon sens. Et donc, ce que je voulais dire sur le tiers de confiance, par exemple, l'expérience de Nice est très intéressante avec le NFC. Donc, les opérateurs télécoms, évidemment, se positionnent comme tiers de confiance. Et la question qui se pose, c'est au niveau du modèle économique, c'est si c'est le cas si c'est le bien, ce qui va se passer, c'est que les opérateurs télécoms deviennent tiers de confiance, la dîme qui peine sur tous les échanges économiques est incontournable. Et du coup, les prix à la consommation, enfin pour les services, vont augmenter. Effectivement, il y a une contradiction totale en ce moment et qui fait que ça n'accroche pas. Je crois que la Caisse des dépôts est très intéressée par la filière de la confiance numérique, mais qu'il n'y a pas moyen de la place parce qu'il y a une sorte de... Personne ne veut vraiment mutualiser ses bénéfices, enfin, ou partager dans la chaîne de valeur économique. Et donc, cette question reste entière. Parce que je vais terminer là-dessus sur le fait que le chantier est absolument ouvert. Nous n'avons pas de solution. On va se positionner là-dessus au niveau européen. Il y a des expériences qui ont été vraiment menées au niveau de l'identité électronique, authentification forte dans tous les pays nordiques. On a un peu de retard, mais si on prend bien le problème, on peut effectivement apporter quelque chose. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Juste un petit commentaire.